l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Ma chérie, quoi de neuf? C'est vous que j'attendais même. Je vous attendais parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Non, pas que Yoka. Vous savez de quoi je vais parler parce que vous voyez déjà à côté ce qui se passe. Des centaines d'étudiants burundais se sont introduits dans l'ambassade des États-Unis pour y chercher refuge. Hey. Et tout cela s'est déroulé le 25 juin. Avant même qu'on commence à ouvrir l'histoire là, savoir qu'est-ce qui s'est passé, repartons à la jeunesse de l'affaire. Tout a commencé vers fin avril, quand le gouvernement a chassé ces élèves-là de l'université parce que le gouvernement les soupçonnait d'être parmi ces manifestants-là contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, qui est le président. À vrai dire, il fut un temps. Pierre Nkurunziza, vraiment, c'était l'un de mes meilleurs présidents africains. Hélas, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, quand ces élèves ont été chassés vers fin avril, ils campaient maintenant devant l'ambassade des États-Unis. Donc, vous imaginez, depuis fin avril jusqu'alors, ils étaient toujours là-bas. Et vraiment, des situations, des conditions vraiment très difficile, très difficile. Donc, le jeudi 25 juin, la police a tenté de les déloger. Hey. Moi, je me demande même, est-ce que c'est la police vraiment qui a voulu les déloger ou bien ce sont les Américains qui ont dit, écoutez, il y a beaucoup d'ordures là, il y a beaucoup de gens là qui font la pagaille là devant notre ambassade. Est-ce que vous pouvez emmener des gens pour venir les déloger? Je ne sais pas, je pense que c'est juste une idée. Donc, quand la police est venue, ça n'a pas marché parce que les étudiants, dès qu'ils ont vu la police, sauf qui peut, les étudiants se sont rués par le portail d'entrée de l'ambassade des États-Unis. En quelques minutes seulement, ils ont escaladé le portail. Il y a ceux qui sont partis par-dessous. Tout ce qu'il fallait faire, fallait le faire parce que ces élèves-là n'ont pas voulu se faire arrêter. Donc, ils sont rentrés dans l'ambassade des États-Unis. Et désormais, en ce moment-ci, quand je vous parle, ces étudiants sont dans le parking à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis. Nous avons été surpris d'entendre que le directeur adjoint de la police nationale puisse venir ici pour nous intimider, pour nous chasser d'ici, alors que c'était le gouvernement qui nous avait chassés des hommes universités et qui nous avait bloqué tout accès à nos familles donc de l'intérieur du pays, parce que ceux qui ont essayé de monter ont été arrêtés, d'autres ont été tués. Et on avait choisi de venir ici pour chercher refuge, ici devant l'ambassade des États-Unis. Et voilà que nous venions de passer au moins 2 mois ici en tranquillité, même si les conditions de vie étaient très défavorables. Donc nous sommes surpris d'entendre que la police veut user la force pour nous chasser d'ici. Oui, dès qu'on a vu le directeur adjoint de la police qui est venu ici pour intimider et pour essayer de nous chasser d'ici, on a directement approché l'ambassade et l'ambassade nous a répondu, nous a dit que c'est la demande du gouvernement et que le gouvernement du Burundi a décidé qu'il va user de toute sa force pour nous chasser de cette place et que c'est une place qui est dans le pays. Et aussi que nous sommes des citoyens de ce pays et que nous sommes régis par la loi et qui régit les autres citoyens du Burundi. Mais nous demandons toujours que si nous sommes régis par la loi qui régit les autres citoyens du pays, comment on puisse nous chasser? D'abord des hommes universitaires, nous refuser l'accès à nos familles dans l'intérieur du pays et venir nous chasser encore là où nous avons pu trouver refuge. Oui, jusqu'à maintenant, nous avons un effectif d'environ 100 étudiants de l'Université du Burundi qui sont emprisonnés dans les différentes prisons du pays.
On a 3 étudiants qui sont déjà morts. Et aussi, on peut signaler ici que dernièrement, il y a eu un cas d'un des représentants du campus Zégué qui a été enlevé. Je dirais enlevé parce que la police est venue, donc c'était en commune Mugambe, il était chez lui. Il a été emporté par la police. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas là où il est. C'est pourquoi nous disons que comme le week-end passé, on a enlevé un de nos collègues qui est représentant, nous disons où est-ce que nous allons aller. C'est pourquoi on a décidé de rester ici et d'attendre tout fait que le gouvernement peut poser sur nous. Everybody is raising their hand. Yeah, call me Robin, tell me to call me my South African numbers because the other one doesn't work. Nous sommes maintenant en Tunisie. Dans la matinée du vendredi 26 juin, un individu armé a ouvert le feu sur la plage d'un complexe touristique à Sousse qui est dans le nord-est de la Tunisie. Vraiment, les gens sont en train de boycotter contre le tourisme en Tunisie. Ah! Laissez le pays de trouver vraiment se reposer. Pourquoi les gens sont en train vraiment de décourager les bonnes œuvres? Hey, le bilan provisoire vraiment a fait état d'au moins 37 morts. Dieu merci, l'auteur de cette opération a été abattu. Comme vous le savez bien, l'État islamique est derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire vraiment? État islamique, Boko Haram, El Shabab, toujours là en train de chercher par là. Vraiment. Voici ce qu'a déclaré le président SMC à l'AFP. Il a dit ceci: on s'est aperçu aujourd'hui que la Tunisie est face à un mouvement international. Elle ne peut répondre toute seule à cela. Pour preuve, le même jour, à la même heure, la France a été la cible d'une opération pareille et le Koweït aussi. C'est la preuve qu'il faut une stratégie globale et que tous les pays actuellement démocratiques doivent unir leurs forces. C'est plus que terrible. Nous pensions que nous étions à l'abri de cela. J'espère que cette fois, c'est la dernière fois parce que nous sommes déterminés à prendre les mesures les plus douloureuses pour faire face à un fléau encore plus douloureux. À la mi-journée, la télévision tunisienne relaie l'information. Des hommes armés ont ouvert le feu à la Kalachnikov sur la plage de l'hôtel Maraba, un hôtel de la station balnéaire de Sousse, à 140 km de Tunis. Des Tunisiens, mais aussi des touristes sont pris pour cible. Les témoins décrivent des scènes de panique. J'ai vu l'homme en train de tirer sur des touristes. Il a commencé sur la plage, puis il s'est dirigé vers la piscine en tuant des touristes. Ensuite, il est entré dans l'hôtel en poursuivant des touristes qui tentaient de s'enfuir. Et il a jeté sur eux une grenade. C'est un carnage. Parmi les victimes, des Belges, des Allemands et des Britanniques. Plusieurs personnes ont également été hospitalisées. Un des assaillants est finalement abattu à proximité de l'hôtel. Un autre est arrêté un peu plus tard sur la route en train de prendre la fuite. Cette nouvelle attaque survient un peu plus de 3 mois après l'attentat sanglant contre le musée du Bardo à Tunis. Une attaque revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. 21 touristes et un policier tunisien avaient alors péri. Depuis, le pays est en état d'alerte maximum. Quand je vous dis qu'en Afrique, on a de bons talents et de grands talents, vous ne me croyez pas. C'est seulement parce qu'il n'y a pas les opportunités, les occasions qui nous permettent vraiment de montrer ces talents. Sinon, il y en a. Nous allons parler de Mutoba Ngoma, qui est un Zambien qui a vu un besoin d'action dans son pays, qui traversait des sérieuses pénuries de carburant. Et il a dit: moi, je ne veux pas laisser mon pays aller comme ça, là, vraiment dans la misère. Il faut que je fasse quelque chose. Et il a agi. Et je pense aussi qu'il devrait venir au Congo-Brazzaville. Parce que... Non, sérieusement, il doit venir nous secourir au Congo-Brazzaville parce que vraiment, nos pénuries de carburant, vraiment...
Mais bon, après avoir terminé ses études en ingénierie aéronautique en Grande-Bretagne, il a décidé de rentrer au pays et il a vu la situation déplorable. Il a dit que vraiment, je dois étudier, voir, faire des recherches, tout. Et en 2006, il a créé l'entreprise appelée Tapera. Donc, Tapera, c'est une entreprise de biocarburant qui convertit l'huile végétale en carburant. Donc, quand les restaurants là, ils n'ont plus besoin de l'huile là qu'ils utilisent ça, qu'ils utilisent là, l'huile sale là, que les gens veulent le jeter ou je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec lui, il a dit non, je veux prendre cette huile là et je vais travailler cette huile là et ça devient carburant. Voilà du talent. Donc, il avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de pouvoir accroître la durabilité de l'approvisionnement en carburant. Et le deuxième objectif, c'était d'offrir des formations professionnelles et aussi des possibilités d'emploi stable à ses frères zambiens. Et aujourd'hui, la compagnie est toujours là en vigueur. Elle produit au moins dans les environs de 3000 litres de carburant par mois et elle fait une recette d'environ 15 000 $ par mois. Et non seulement ils font le carburant, et aujourd'hui, ils commencent aussi à faire du savon organique. Voyez pour croire. Vegetable oil, widely used in cooking, frying, and typically discarded after its use. But at Tapera Industries in Lusaka, Zambia, old oil gets a new purpose. We are a business that focuses on the production of biofuels, and we also produce natural soap products. Mutoba Ngoma purchases used vegetable oil and converts it to fuel for cars and machinery. He says the business generates $15,000 a month. The inspiration to pursue alternative energy came unexpectedly in 2006. I just completed my schooling in the UK in aeronautical engineering, and I came across a program about renewable energy in Brazil. At the same time, Zambia was going through a problem of fuel shortages. Ngoma got a loan from his father and launched his business that very year. That time we were a backyard startup doing about 200 liters per month. Right now we're doing 3,000 liters a month. So this is how we clean the used cooking oil after it comes from the restaurants. Mutoba says he designed his own processing machines and is building his clientele. We've got one major client that takes the bulk of what we produce, and then we've got about 7 or 8 small clients that come in for small quantities. We have also diversified our product range. We're not only doing biodiesel, we're also doing organic soaps. The idea of making soaps came about as a result of one of our challenges of securing enough raw material for the diesel. We realized that as we were waiting for more oil to come about, we could actually be producing something else, and we found that we could actually produce soap from the same oil. So we just had to clean it a bit more, and then it's even cheaper to process than the diesel. We stuck with it because we felt that it's also a good income generator. But his focus remains on growing the biofuel side of his business. We're working on securing financing so that we can increase our capacity, our production rate, and also the raw material base. We want to set up in a bigger facility, and through that we hope that we can expand to where we intend to be. Je suis quand même fière pour mes sœurs camerounaises, même si vraiment elles ont été éliminées par la Chine, mais au moins elles sont allées en 8e de finale, c'est quand même quelque chose. Allez, applaudissez pour le Cameroun. Cameroun, Cameroun, Cameroun. Quand je vous dis que les Blancs nous aiment, vous refusez. Les Blancs nous aiment, oh. Donc, afin de lutter contre le paludisme, des chercheurs américains des universités de Pittsburgh et Johns Hopkins ont collaboré avec la société Microsoft Tech afin d'élaborer un drone capable de capturer les moustiques.
Vraiment, le blanc nous aime. Et le drone qui se prénomme Projet Prémonition est un système de drone qui vise à traquer les moustiques qui propagent les épidémies de maladies infectieuses comme le paludisme. Et le drone, en capturant les moustiques à l'origine de la dengue ou du paludisme, pourrait aider les scientifiques à comprendre la manière dont ces maladies se transforment en épidémies. Et ce drone pourrait également aider à classer les maladies qui risquent de se propager localement et ainsi pouvoir les anticiper. Le projet Prémonition pourrait voir le jour en 2020. Ah, Nous sommes en quelle année? 2015. Non, quand même. Pendant ces 5 ans-là, les gens vont... Oh non, comme non, non. Et moi, non, c'est trop loin. L'Union européenne alloue... Écoutez ça, non. L'Union européenne alloue 350 millions d'euros à l'Afrique centrale. Ah, waouh. Hey. En effet, le commissaire chargé de la coopération internationale et du développement a signé le mardi 23 juin le programme indicatif régional pour l'Afrique centrale au titre du 11e Fonds européen de développement. Et ce programme, comme vous le voyez, s'élève à 350 millions d'euros. Et il porte sur la période de 2014 à 2020. Donc, ce programme concerne 3 domaines. Le premier, c'est l'intégration et la coopération politique dans le domaine de la paix et de la sécurité qui bénéficiera de 43 millions d'euros. Le deuxième, c'est l'intégration économique et le commerce au niveau régional qui disposera de 211 millions. Et le troisième, c'est le développement durable des ressources naturelles et de la biodiversité qui recevra une enveloppe de 88 millions d'euros. Un montant supplémentaire de 8 millions d'euros est prévu pour l'assistance à la coopération technique et aux ordinateurs régionaux. Bon, tout ça là c'est bon, mais on sait bien que tout ça là c'est seulement la théorie. C'est pas ces 350 millions là qui vont transformer l'Afrique centrale. Quand les gens vont recevoir l'argent là, Elle est dans la poche. bien, ça reste collé dans la poche là. Si ça sort, c'est seulement... Vous-même, vous savez de quoi il s'agit. Je ne veux pas parler trop. L'Afrique centrale, comme vous savez, elle compte 160 millions d'habitants et c'est une région qui est riche en ressources naturelles. Donc, d'après l'Union européenne, cette nouvelle aide permettra à la région de poursuivre son action dans le domaine du développement. Domaine du développement. Voici une nouvelle. La compagnie aérienne rwandaise appelée Rwandair, elle a conclu un accord de financement avec PTA Bank, la Banque de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe pour le développement et le commerce. Donc ce prêt d'une maturité de 10 ans et d'un montant de 160 millions de dollars a été rendu public le 25 juin. Il est destiné à financer en partie la commande de 2 appareils du constructeur européen Airbus. Et ces 2 appareils doivent être livrés en 2016. D'après ce qu'a dit le PDG de Rwandair, appelé John Mirenge, c'est que nous allons devoir améliorer notre desserte de Dubaï avec un appareil capable de transporter plus de passagers, plus de bagages et de frais. C'est une desserte qui souffre déjà d'un manque de capacité au moment où nous parlons. Vraiment, c'est du bon travail. Et histoire vraie. L'Afrique du Sud confirme ses menaces de se retirer de la Cour pénale internationale. Ah bon? Non, alors pour ça, moi vraiment je suis du côté des Sud-Africains. Je Comment suis ça? d'accord. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Néanmoins, cette décision ne sera prise que lorsque toutes les options disponibles au terme du traité de Rome, qui est le fondateur de la CPI, auront été épuisées. D'après ce qu'ils ont dit, l'Afrique du Sud vraiment cherche à ouvrir des négociations immédiates avec l'Union africaine et ses États membres pour voir comment les mécanismes africains de résolution des conflits peuvent être mis en œuvre sans délai pour assurer que les crimes les plus graves ne restent pas impunis. Moi, je suis tout à fait d'accord que l'Afrique trouve sa propre version de ces pays où il n'y aura que des Africains
c'est jugé par des Africains, c'est traité par des Africains. Tout ça là, ce n'est que par des Africains. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas me répéter, on sait que la CPI, un parti. Encore une affaire de prime. Cette fois-ci, c'est au Cameroun. Hey. Les Lions du Cameroun ont appris que leur prime de résultat serait soumise à une taxe de 16,5%. Moi, je veux juste dire une chose. De fois, on se plaint quand on suit les matchs. Là, on dit, pourquoi les Africains sont comme ça? Ils ne font pas vraiment la fierté. Pourquoi on nous élimine toujours? Tout ça là. De fois, ces joueurs-là ne sont pas motivés. Parce qu'ils savent que on ne va pas me payer ou bien on ne va pas bien me payer. Mais le blanc, lui, il motive, il encourage ses joueurs. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces équipes-là, ils se donnent à fond, ils disent vraiment, on doit vraiment gagner la coupe. Parce qu'ils sont bien payés. Mais nous, là, on sait déjà que l'argent, là, ça peut ou ne pas rentrer. Donc, les gens ne sont même pas motivés. Je dis seulement, d'après une loi qui avait été édictée en décembre 2014, elle disait que désormais les rémunérations, allocations, sommes et toutes primes de toute nature attribuées aux sportifs et artistes à quelque titre que ce soit et quel que soit leur domicile fiscal sont imposables à l'impôt sur les revenus non commerciaux au taux de 16,5%. Mais vous savez quoi? Cette loi n'est entrée en application qu'en fin février. Ce qui veut dire que déjà leurs homologues masculins qui avaient joué pendant la CAN, eux, ils avaient déjà touché l'intégralité de leur prime. Quand ça vient aux femmes, là, on dit que non, depuis février, maintenant, cette loi-là a été mise en application. Donc, autrement dit, sur les 21 millions de francs CFA de primes, 3 465 000 de francs CFA seront prélevés par l'État. Ce qui réduirait le montant de la récompense à 17 535 000 francs CFA pour chaque lion. Non, c'est pas facile de jouer le match pendant 90 minutes et même plus. Elle s'attendait à 21 millions. Le 21, on ne peut pas tomber à 17 millions comme ça. Là, non, quand même, respectez les gens. D'après ce qu'a dit une des joueuses qui n'a pas voulu révéler son nom, elle a dit ceci. On nous parle d'une loi alors qu'on ne nous a jamais dit que nos primes souffriraient de quelque coup que ce soit. On nous dit que ce texte a été signé depuis le mois de février. Pourquoi ne pas nous dire dès le départ? Pourquoi avoir gardé ce texte depuis lors pour le sortir aujourd'hui quand il faut payer nos primes? Vraiment, je peux vous dire que les Lions sont très, très fâchés. Je ne sais pas comment vous allez consoler une lionne qui est fâchée. Bon conseiller Sassou, ceux qui m'ont camoni, qu'est-ce que vous dites à votre putain de président? On est humilié en France tout le temps parce qu'on nous traite des immigrés ici. Hein? On n'est pas des abrutis. C'est par votre médiocre politique qu'on est en train de traîner ici en France. Comme des petits voyous. On ne nous considère pas. Hein? Qu'est-ce que vous dites à votre putain de président Sassou Nguesso? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Dites à Sassou, les garçons qui sont à Paris sont fâchés. Ça ne va pas nous honorer, vous nous avez déjà humiliés au pays. Là, vous avez massacré notre projet, non? Juste les vidéos qu'il a montrées pour... Je m'adresse aux Congolais de Brazzaville. Je sais que je ne suis pas si éloquente, si brillante, j'ai pas fait de longues études, mais je sais que quand je parle, il y a un peu de vérité. Parce que quand l'événement de l'ambassade du Congo à Paris s'est produit, j'ai dit, mes frères, mes sœurs, faites doucement, faites doucement. Je pense que personne ne m'écoutait. Maintenant encore, cet événement de l'aéroport s'est produit. J'ai dit que, vous avez été prévenus, vous avez été prévenus, vous avez été prévenus. Je sais qu'un jour, vous allez penser à moi, vous allez vous dire que, Sobachi, la rose,
nous avait dit ça, mais on n'avait pas écouté. Moi, je parle pas beaucoup, mais quand je parle, je dis qu'il y a un peu de vérité. Quand vous avez vu dans cette vidéo, c'était, c'est vrai que c'est pas trop clair, il n'y a pas trop de grands détails, mais cette vidéo montre le début du commencement. C'était quoi? C'est que 2 dirigeants de la SNE, la Société Nationale d'Électricité, ont été agressés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Ils étaient là-bas en mission officielle. La SNE va en mission officielle en France pour faire quoi? Régulariser l'électricité. Régulariser. Ah pardon, faut pas mentir. Faut pas tromper les gens. Faut pas tromper les gens. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Donc ils étaient en mission officielle dès à peine arrivés à l'aéroport. Ces 2 dirigeants-là, donc c'est lui Elenga et Léon Ibovi, ils ont été agressés le soir du 24 juin par des Congolais. Je sais pas l'heure, mais on dit que c'était soir. Donc, des Congolais, un groupe d'environ 8 hommes comme ça sont venus, on les a agressés. Les pauvres gens sont sortis blessés là, le sang coulait ici. On a même volé leurs bagages. Mais finalement, ils ont pu récupérer leurs bagages. Mais bon, je parle pas trop. Écoutez ce que les Congolais ou les internautes ont dit. Osiri Makita dit, il fallait qu'on les tue même. Le Congolais est mauvais. C'est pas moi. Cécilia Kwama dit ceci. Vos prétendus combattants n'ont rien compris. Un combattant, un vrai, ne milite pas à l'étranger. C'est ça. Il ne se cache pas derrière la justice d'un autre pays. Un combattant vient sur le terrain et combat sur le terrain. Il ne vocifère pas à distance. Alors, prenez vos billets et descendez à Brazza. Vos actes de vandalisme et d'agression sont simplement ridicules et inutiles. C'est pas moi, c'est elle qui a dit. Un intellectuel, un vrai, un militant, un vrai, n'a pas besoin d'exhiber une prétendue force. Ok. Gervais et toi a dit ceci. Sans être tribal, aviez-vous déjà vu un militant nordiste ou du PCT porter main à une autorité sudiste? Le problème des coupures d'électricité est même pire au Ghana. La majorité des pays africains ont ce même problème. Je ne sais pas comment certaines personnes ont été éduquées. Vous vous autoproclamez opposants, mais partez faire votre lutte au Congo pour nous montrer à quel point vous en avez marre. Au Congo, on va les tuer.大哥，别杀我！真的，我给你跪下了，别杀我！哎，大哥，别，怎么了？别杀我！别啊！大哥，别杀我！大哥，别杀我！大哥！大哥，不要杀我！我错了，大哥，不要杀我！我不能接受。大哥，别杀我！大哥，我错了，大哥。别！你好猥琐，你好，简直不是我哥，不会，你好猥琐，你好。大哥，别杀我！大哥！大哥，别杀我！大哥，别杀我！大哥，我错了！大哥，我错了，别杀我！
闹玩意是吧？吓唬我呢是吗？干啥呀？干啥呀？吓我呢是吧？大哥，闹玩大哥！哎，大哥，哎，闹玩呀，大哥！哎，你别动手打人呐！你别动手打人关系吗 Famille, oh. Boni. Famille, oh. Boni caca. Ah, je vais prendre un peu de congé si ça ne vous dérange pas. Donc, je serai de retour le 11 juillet. J'espère que je vais vous manquer.